Je m'appelle Queen Harper. J'ai 34 ans et je vis à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. J'ai toujours cru que la famille était synonyme d'amour inconditionnel, jusqu'au jour où la mienne m'a prouvé le contraire. Tout a commencé par un appel que j'ai failli ne pas passer. Je venais de terminer le travail quand j'ai composé le numéro de ma mère, l'air de rien. Alors, c'est quand le mariage de Felicity. Il y a eu un silence, puis la voix calme de ma mère. C'était déjà arrivé, le week-end dernier. Pendant un instant, tout s'est figé. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Comment ça, c'était déjà arrivé? Ai-je demandé. Sa réponse était si douce qu'elle en devenait suspecte. C'était juste pour la famille. Ces mots m'ont transpercé comme de la glace fondant dans la poitrine. Je suis resté immobile dans mon appartement silencieux, le bourdonnement du climatiseur couvrant son silence. L'appel s'est terminé sans un au revoir. Sans explication, sans remords, sans la moindre trace de la fille qu'ils avaient laissée derrière eux. Mes pensées s'emballaient. Peut-être avait-il oublié. Peut-être y avait-il eu un malentendu. Mais non, ce n'était pas une erreur. C'était de l'exclusion. Délibérée et sans détour. Je leur avais envoyé de l'argent tous les mois, réglé leurs factures quand ils avaient du retard, et même sacrifié des vacances pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter. Pourtant, quand la famille s'est réunie pour fêter quelque chose, je n'ai pas été invité. Le téléphone n'a plus sonné. Le silence qui a suivi était plus glacial que la colère. Dehors, le ciel du désert s'embrasait d'or au-dessus de Santa Fe. Mais intérieurement, tout s'est obscurci. Assise là, je me demandais comment l'amour pouvait se transformer en hiérarchie. Comment les liens du sang pouvaient sembler si distants. Et cette nuit-là, tandis que je contemplais la lumière déclinante, je me suis fait une promesse silencieuse. S'ils pensaient que j'étais invisible, ils allaient découvrir à quel point je pouvais devenir visible. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous après cet appel? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Peut-être que tout a commencé bien avant cet appel, bien avant le silence, la distance et ces mots qui m'ont blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Cela a commencé juste après mes études, quand la vie était censée s'ouvrir à moi. Mais pour moi, ce fut un tunnel de responsabilité. J'ai accepté mon premier emploi plus tôt que prévu, simplement pour aider mes parents. Felicity cherchait encore sa voie, et tout le monde la surnommait la rêveuse. Moi, j'étais la stable, c'est-à-dire celle qui payait les factures. Gérald et Nancy étaient fiers de la politesse et du charme de Felicity. Ils aimaient dire à quel point elle était belle, intelligente, et qu'elle illuminait n'importe quelle pièce. Quand il s'agissait de moi, leurs compliments étaient plus discrets, des choses comme « Queen est fiable ». Ce n'était pas méchant, mais je me sentais invisible. Quand Felicity avait besoin de vêtements pour ses entretiens d'embauche, mes parents lui achetaient tout ce qu'elle voulait. Quand sa voiture est tombée en panne, ils l'ont aidée à la remplacer. Mais quand j'ai eu besoin d'aide pour rembourser mon prêt étudiant, mon père m'a simplement dit « Tu trouveras une solution. Tu y arrives toujours. » Et j'en ai trouvé une. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai renoncé à mes sorties entre amis et j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison tous les mois. Je me disais que c'était le devoir d'une bonne fille. Quand le toit de la maison a fui après une tempête, j'ai transféré $2000 à ma mère sans même qu'elle me le demande. Elle m'a dit « Tu es une vraie bénédiction. » Mais la semaine suivante, Felicity a reçu de nouveaux meubles et une manucure, et maman a publié des photos en ligne, exprimant sa fierté pour ses filles. Étrangement, je n'étais pas sur les photos. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je me disais que c'était peut-être ça, l'amour, discret, concret, invisible. Felicity m'appelait parfois pour se plaindre de son travail ou de son petit ami, et je l'écoutais, je lui donnais des conseils, je lui ai même envoyé de l'argent pour l'essence une fois, car elle était à court ce mois-ci. Elle terminait toujours nos appels par « Tu es la meilleure, Queen ». Sur ce ton qu'on prend quand on ne le pense pas vraiment, mais qu'on veut paraître reconnaissant. Je me suis accroché à ces mots malgré tout. C'était plus facile que d'admettre ma solitude. Parfois, j'imaginais mes parents réaliser enfin tout ce que j'avais fait pour eux. Je les voyais dire « On n'aurait pas pu s'en sortir sans toi ». Mais quand papa a mentionné l'argent que je lui avais envoyé, il a souri et a dit « C'est ce qu'une bonne fille doit faire ». Cette phrase m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Tous mes sacrifices me semblaient désormais purement transactionnels, dénués d'amour. Dès lors, chaque virement sur leur compte me paraissait plus lourd. J'ai commencé à tout noter sur un tableur, loyer, aide financière, réparation de voiture, assurance maladie, facture d'électricité. La liste était longue et s'allongeait de mois en mois. Mais le plus étrange, c'était la normalité avec laquelle tout cela était devenu mon quotidien. Donner, réparer, dépanner, c'était mon rythme, mon rôle, mon devoir. Et comme je continuais, ils ne se sont jamais souciés de moi.
Personne n'a remarqué ma maladie un hiver, faute de moyens pour chauffer mon appartement, ni la panne de ma voiture qui m'a obligé à prendre le bus pendant 2 mois. Pendant ce temps, Felicity publiait des photos de ses week-ends, de ses séances de spa et de ses dîners entre amis. À chaque fois que j'en voyais une, je me rappelais qu'elle était la préférée. Ce n'était pas de la jalousie. C'était un fait. Le monde était ainsi fait. J'essayais de ne pas lui en vouloir. Dès que je recevais mon salaire, j'en envoyais une partie à la maison en me disant « Un jour, ils comprendront ». Mais ce jour n'est jamais venu. Les années ont passé et le fossé entre ce que je donnais et ce qu'il me rendait s'est creusé, au point que je ne savais plus si nous étions encore une famille ou simplement un contrat tacite. Pourtant, j'ai continué. Je pensais qu'en travaillant plus, en donnant davantage, je pourrais gagner ma place, non pas dans leur maison, mais dans leur cœur. Avec le recul, je vois à quel point. C'était naïf. L'amour n'a pas besoin de preuves, mais j'ai passé la moitié de ma vingtaine à essayer de l'acheter. Felicity a obtenu une promotion et s'est offert une nouvelle voiture, une rutilante voiture argentée avec un nœud sur le toit. Maman m'a dit, « Tu devrais prendre exemple sur elle. Elle profite de la vie. » J'ai souri au téléphone, j'ai dit que j'étais contente pour elle, et je suis retournée à mon deuxième travail ce soir-là. Je me répétais qu'un jour il comprendrait le sens de tous mes sacrifices. Mais au fond, je crois que je savais déjà qu'il ne le comprendrait jamais. C'est là que j'ai compris. J'avais témoigné mon amour à ma famille par mes actes, et il l'avait mesuré à l'aune de mes obligations. Le lendemain matin, l'atmosphère était différente. C'était un de ces matins lumineux de Santa Fe, baigné de soleil et empli de calme, mais mon appartement me semblait étranger. J'ai préparé du café, fait défiler mon téléphone, et j'ai presque regretté de l'avoir fait. La vérité ne s'est pas fait entendre. Elle est arrivée discrètement. Elle s'est présentée sous la forme d'une publication où j'étais tagué sur les réseaux sociaux, une publication que je n'étais pas censé voir. La première image montrait Felicity, vêtue d'une robe de dentelle blanche, sous une arche de fleurs du désert. Elle souriait, radieuse, ses parents la tenant par la main. Leur visage rayonnait de fierté et de joie. La légende disait « Une journée parfaite entourée de famille ». Famille. Ce mot m'a frappé plus fort que la photo elle-même. Mon pouce planait au-dessus de l'écran tandis que je faisais défiler les photos. Une table dressée avec des nappes ivoires, des invités souriants, les coupes de champagne levées pour la première danse. Tout le monde était là, sauf moi. J'ai reconnu des cousins, de la famille, des amis, même notre ancienne voisine du bout de la rue. Quelqu'un avait fait 6 heures de route pour être présent. Je n'habitais qu'à 45 minutes. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'avais la poitrine serrée, comme si l'air s'échappait de l'intérieur. J'ai ouvert la publication suivante, une courte vidéo de mon père portant un toast. Il disait « À ma magnifique fille et à son merveilleux mari, que votre amour nous rappelle toujours ce que signifie la famille. » Les invités ont ri, applaudi et trinqué. Je les regardais 2, peut-être 3 fois, espérant avoir mal entendu. Je n'avais pas mal entendu. Mon téléphone a vibré. Un message de Maya, une ancienne collègue qui connaissait Felicity et moi depuis l'école. « Tu n'es pas venu » écrivait-elle. « Tout le monde pensait que tu étais en voyage. » Je suis resté planté devant son message, sans savoir quoi répondre. Que pouvais-je bien dire? Je n'étais pas invité parce que je ne fais plus partie de la famille. Mes doigts hésitaient au-dessus du clavier, incapables de taper un seul mot. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé face contre table. Le silence dans l'appartement est devenu pesant, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Dehors, un oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre puis s'est envolé, trop libre pour rester avec moi. Longtemps, je suis resté là, à fixer le comptoir vide, la tasse de café intacte et mon reflet dans l'écran noir de mon téléphone. J'ai repensé à toutes ces années passées à essayer de maintenir cette famille unie. À tous ces jours fériés que j'avais sacrifiés juste pour envoyer de l'argent à la maison. Et maintenant, ils avaient organisé toute une fête sans que je sourie au photographe, comme si je n'existais pas. Quand je me suis enfin rassis, mon café était froid. J'ai rouvert l'application, sans trop savoir pourquoi. Peut-être avais-je besoin de ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, n'importe quoi. Mais je n'ai ressenti que de la distance. Plus je regardais, plus tout me paraissait lointain. Chaque photo de Felicity riant semblait mise en scène. Chaque mot de leur légende sonnait faux. Ils parlaient d'amour, de gratitude et de liens familiaux, mais je n'y étais jamais mentionné. Je n'étais pas en colère contre eux d'être heureux. J'étais en colère contre moi-même de m'en soucier encore. Des heures plus tard, j'ai supprimé l'application. Mon pouce trembla légèrement lorsque j'appuyais sur « Confirmer ». C'était un petit geste, mais je pouvais le contrôler. Sans les photos, sans le bruit, mon appartement me parut plus silencieux, presque trop silencieux.
Je m'approchai de la fenêtre et contemplai l'immensité du désert qui entourait Santa Fe. Et pour la première fois, je me demandais où était ma véritable place. Ce soir-là, j'essayais de lire, mais chaque ligne se fondait dans des pensées que je ne voulais pas avoir. Je repassais en revue l'appel, les photos, le toast. Chaque détail me blessait davantage, jusqu'à ce qu'une question me hante. Avais-je jamais vraiment fait partie de cette famille, ou n'étais-je qu'un pion, un simple substitut en attendant mieux? Je n'avais pas de réponse. Mais une chose était sûre, les gens sur ces photos n'étaient plus les miens. Et peut-être ne l'avaient-ils jamais été. Les jours se confondaient. Le sommeil était fragmenté, léger et agité. Et lorsque la lumière du matin filtrait à travers les stores, je me sentais plus lourde, pas reposée. Au travail, je me déplaçais comme une ombre dans les couloirs. Les emails s'accumulaient. Les projets m'attendaient, mais je n'arrivais pas à m'en soucier. Mes collègues remarquaient le silence, les sourires forcés, mais personne ne posait de questions. Peut-être supposaient-ils que j'étais occupé. Ou peut-être étais-je devenu trop doué pour faire semblant. Le chagrin ne frappe pas à la porte. Il s'installe silencieusement, chamboulant tout dans votre vie jusqu'à ce que tout semble légèrement déréglé. Un soir, après le départ de tous, je suis resté tard dans la cuisine du bureau, fixant le distributeur automatique. Le bourdonnement des lumières était le seul bruit. C'est alors que Tessa, une collègue d'un autre service, est entrée. Elle avait cette sérénité qui met les gens en confiance sans qu'ils s'en rendent compte. Elle ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas. Elle a simplement versé du thé, s'est assise en face de moi et a dit « Tu ne peux pas continuer à nourrir des gens qui te laissent mourir émotionnellement. » Cette phrase m'a touché plus fort que tout ce que j'avais entendu depuis des mois. Ce n'était pas de la pitié. C'était la vérité, pure et simple. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mes relevés bancaires. Des pages et des pages de virements sur le compte de mes parents s'affichaient, remontant à 3 ans. Aide au loyer, facture médicale, assurance. Reparations. J'ai additionné les totaux et j'ai fixé le chiffre. C'était plus que le prix de ma voiture, plus que mes économies. J'ai réalisé que près de la moitié de tout ce que j'avais gagné depuis mon premier emploi leur était retourné. Ce n'était pas l'argent qui me brisait. C'était la prise de conscience qu'ils ne m'avaient jamais dit. Tu en as fait assez. Pour la première fois, je me suis demandé ce que je deviendrais si j'arrêtais de donner. Cette pensée m'effrayait. Donner était devenu mon identité, ma preuve de valeur. Sans cela, qui étais-je? Assise dans la pénombre de mon appartement, bercée par le ronronnement du réfrigérateur, j'ai pris une décision. Non pas par colère, mais par lucidité. J'allais l'arrêter complètement. Le lendemain matin, j'ai rédigé un courriel. Court, poli et posé. Maman, papa, j'ai besoin de me concentrer sur ma vie maintenant. Je ne pourrai plus contribuer aux dépenses mensuelles. Comprenez bien que c'est quelque chose que je dois faire pour moi. Je l'ai relu 2 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Mon cœur s'est emballé lorsque le message a disparu de l'écran. C'était comme laisser tomber une pierre dans l'eau profonde. Pas d'éclaboussure, juste une descente silencieuse. Les heures ont passé sans réponse. À la fin de la journée, mon téléphone a vibré. C'était un simple message de mon père. Il disait « N'oublie pas qui a payé tes études ». C'était tout. Pas de salutation, pas de question, pas un mot pour les années où je t'ai aidé. Je l'ai longuement fixé du regard, puis je l'ai supprimé. Ce geste m'a semblé couper un dernier fil. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai remarqué le son de ma respiration. Elle n'était ni tremblante ni précipitée. Elle était régulière. Je me suis couché tôt ce soir-là, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je voulais ressentir ce que pouvait être la paix. Pas d'appel, pas de notification, aucune culpabilité qui me taraudait, juste le silence. Les jours suivants, le silence de la maison a persisté, mais il était moins douloureux que je ne l'avais imaginé. Il y avait là un étrange réconfort. Je cuisinais pour moi, je faisais mes courses sans me soucier de ce que je pourrais renvoyer, et je me suis remise à lire. Vivre sans obligation m'était presque étranger. Un après-midi, Tessa est passée à mon bureau et m'a laissé un petit post-it. Respire. Tu as bien fait. J'ai souri. Ce genre de sourire qu'on expire après des années d'apnée. Peut-être avait-elle raison. Peut-être n'étais-je pas en train de perdre une famille. Peut-être étais-je enfin en train de me retrouver. La liberté était à la fois pesante et légère. Elle ne s'accompagnait ni de musique ni de clarté. Elle s'accompagnait de matins paisibles et de longs silences qui se muaient en pensée. J'ai commencé à me réveiller avant l'aube, à marcher à la lisière du désert, là où la lumière de Santa Fe dorait tout. L'air était raréfié et vif, et pour la première fois, je n'étais pressé nulle part. Chaque pas était incertain, mais c'était le mien. Je n'étais la sauveuse ni la pourvoyeuse de personne à ce moment-là. Juste Queen Harper, une femme qui apprenait à exister pour elle-même.
Je me suis inscrite à un cours de photographie du soir au centre communautaire, une envie que j'avais toujours eue sans jamais vraiment en trouver l'utilité. Le premier jour, je me suis sentie mal à l'aise, assise au milieu d'inconnus, un appareil photo autour du cou, comme une petite promesse de changement. Le professeur nous avait demandé de prendre des photos qui expriment la sensation d'immobilité. Je ne savais pas quoi photographier jusqu'à ce que je pointe l'objectif vers mon propre reflet dans une vitre. L'image était légèrement floue, la silhouette d'une femme à moitié familière. C'était peut-être le but. Ce soir-là, j'ai rencontré Owen Brooks, un homme assis 2 rangs derrière moi. Calme et posé, il ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Ingénieur logiciel, il parlait davantage de lumière et de paysage que d'ordinateur. Pendant une pause, nous nous sommes retrouvés assis sur les marches devant la salle de classe. Il m'a confié avoir rompu les liens avec ses parents après des années à essayer d'obtenir leur approbation. Parfois, disait-il en regardant la rue faiblement éclairée, il faut arrêter d'essayer de réparer ceux qui profitent de nos faiblesses. Je n'ai pas réagi tout de suite. Ses paroles avaient le même poids que celles de Tessa, mais avec plus de douceur, comme s'il comprenait mon hésitation. Pendant les semaines qui suivirent, Owen et moi avons instauré une routine paisible, des conversations autour d'un café après les cours sur les limites et l'estime de soi, des sujets que je n'avais jamais pu aborder en grandissant. Il ne m'a pas demandé d'explications sur mon passé, et je n'en ai pas donné. C'était étrange comme la liberté pouvait être à la fois terrifiante et libératrice. Comme le fait de se libérer du devoir laisser place à la curiosité. J'ai emménagé dans un appartement plus petit, plus près du centre-ville, avec de grandes fenêtres et des murs fins qui laissaient passer les rires des voisins. Plus aucun rappel d'obligation, plus aucune facture impayée. J'ai réaménagé mes meubles, acheté une plante que j'oublierais probablement d'arroser, et je me sentais coupable de cette tranquillité. Chaque mois, à la paix, je consultais mon compte et ne versais rien à mes parents. La culpabilité m'envahissait comme une vague, d'abord forte, puis s'estompant jusqu'à ce que je puisse enfin respirer. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était plus douce que d'habitude, presque comme si elle avait répété. « Les affaires de votre père ne marchent pas bien », dit-elle. Le silence qui suivit fut long et pesant, comme si j'attendais que je le comble, comme toujours. Je ne l'ai pas fait. Je lui demandai comment elle avait pu l'écouter parler de factures et d'incertitudes, mais je ne fis aucune promesse. Quand elle finit par dire « Nous aurons peut-être bientôt besoin de votre aide », je répondis simplement « J'espère que ça ira mieux ». Un silence s'installa au bout du fil, puis elle raccrocha. Plus tard, je m'assis près de la fenêtre, à l'endroit même où j'avais pris ma première photo quelques semaines auparavant. Le ciel se teintait de rose au-dessus du désert. Pendant des années, j'avais confondu obligation et amour, culpabilité et devoir. Ce soir-là, je compris que je ne devais à personne les morceaux de moi-même que j'avais déjà donnés. Je repensais aux paroles de mon père, aux attentes discrètes de ma mère, au sourire de Felicity le jour de son mariage, autant d'éléments d'une vie que j'avais dépassée. Owen m'envoya un message pour me proposer de l'accompagner à une sortie photo au lever du soleil ce week-end-là. Je dis oui. Ce mot me parut simple, léger. Peut-être que la liberté ne consistait pas à être libre de tous. Il s'agissait de choisir qui méritait d'être à vos côtés. Pour la première fois, je ne sauvais personne. Je vivais, tout simplement. On frappa à la porte tôt un samedi matin. Je n'attendais personne, et le silence qui précéda était presque protecteur. Quand j'ouvris, mes parents se tenaient sur le perron, le soleil du désert dans leur dos, blanchissant leur visage. Ils paraissaient plus petits que dans mon souvenir, mais leur présence emplissait l'embrasure comme de vieux fantômes. Mon père prit la parole le premier, d'un ton urgent, sec, presque récité. « Nous avons besoin d'aide, Queen. » Sa voix portait la même autorité qu'avant, celle qui exigeait l'obéissance, non la compassion. Derrière eux se tenait Felicity. Les bras croisés, son expression indéchiffrable. Elle ne dit pas un mot, se contentant de me fixer d'un regard dénué de chaleur. Je ne les invitais pas à entrer. Pendant un long moment, nous restâmes silencieux, l'air entre nous lourd de tout ce que nous n'avions pas dit. Je sentais la poussière et de légères effluves de parfum. Des odeurs familières qui, autrefois, évoquaient la maison. Quel genre d'aide ? J'ai demandé. Enfin, ai-je dit d'une voix plus basse que prévu. Mon père s'est redressé, s'est raclé la gorge. Les affaires ne vont pas bien, a-t-il dit. On a du retard dans nos paiements. On pensait peut-être. Sa voix s'est éteinte, attendant que je complète, comme toujours. Ma mère a levé les yeux, sa voix plus douce, mais teintée d'espoir. On sait que ça s'est mal terminé, a-t-elle dit, mais tu as toujours été fiable. Tes pères ont tellement travaillé. Le regard de Felicity ne l'a pas quittée. Elle était impeccablement vêtue comme toujours, calme et détachée,
comme si cette visite n'était pas motivée par le désespoir, mais par le besoin de contrôle. Avant, j'aurais pris du recul, offert un café, promis de trouver une solution. Mais cette personne n'existait plus. Je n'aide que ma famille, ai-je dit d'un ton égal, en croisant le regard de mon père. Et je n'en fais pas partie. Les mots sont sortis plus assurément que je ne le sentais. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes comme pour protester, mais aucun son n'est sorti. Félicity cligna des yeux une fois, impassible, puis se détourna comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. La mâchoire de mon père se crispa. Un instant, je crus qu'il allait crier, mais il ne le fit pas. Il dit simplement « Tu vas le regretter », et retourna vers la voiture. Ma mère suivit, jetant un dernier regard en arrière avant que la portière ne se referme entre nous. Quand leur voiture disparut au bout de la rue, je m'affaissai sur le canapé. Mes mains tremblaient, mais pas de culpabilité. Quelque chose de plus aigu, de plus pur. Du soulagement. Pour la première fois, je n'avais pas cédé. Je n'étais pas devenue la sauveuse qu'il voulait que je sois. 2 jours plus tard, la tempête éclata, non pas du ciel, mais de la page Facebook de Félicity. Une publication apparut tard dans la nuit. Certains oublient leurs racines une fois qu'ils ont un salaire. La famille ne compte plus quand l'ego prend le dessus. En quelques heures, des amis communs aimèrent, commentèrent et partagèrent la publication. Des noms que je n'avais pas entendus depuis des années refirent surface, feignant l'inquiétude tout en se délectant du drame. Au matin, la publication avait dépassé son cercle d'amis pour arriver jusqu'au mien. Au travail, les chuchotements remplaçaient les salutations. Le silence se faisait dès que j'entrais dans la salle de pause. Quelqu'un avait laissé la page ouverte sur un ordinateur et j'ai vu le fil des commentaires, des spéculations, de la pitié, des jugements. Je n'ai pas répondu. J'ai eu envie, un instant, d'écrire la vérité, de tout exposer, mais les mots d'Owen me sont revenus en mémoire. La paix n'a pas besoin d'être défendue. Cette phrase résonnait en moi comme un mantra. Il est passé ce soir-là avec 2 tasses de café et un sourire discret. Nous nous sommes assis sur la véranda, tandis que le vent soufflait dans l'herbe sèche. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a écouté, le visage calme, la présence rassurante. « Laisse-les parler », a-t-il dit. Ils inventent des histoires parce qu'ils ont perdu le contrôle de la tienne. Ce soir-là, j'ai éteint mon téléphone, supprimé les applications qui avaient jadis dicté ma valeur et laissé le silence envahir à nouveau la pièce. Le monde extérieur pouvait garder son bruit. À l'intérieur, j'apprenais le langage du silence, celui de choisir de ne plus mener de combat qui ne m'appartenait plus. Des mois s'étaient écoulés depuis ce matin-là, et je n'avais eu aucune nouvelle de mes parents ni de Félicity. La vie avait retrouvé un semblant de normalité. Puis, un après-midi, en buvant un café au café du coin, j'ai surpris une conversation entre 2 femmes près de la fenêtre. « Tu as entendu parler des Harper ?» demanda l'une d'elles. La banque a finalement saisi la maison. Ma tasse s'arrêta à mi-chemin de mes lèvres. Il resta immobile. Je n'avais pas besoin de demander plus de détails. Je savais déjà quel genre de lettre avait précédé celle-ci. J'avais vu suffisamment d'avis de retard de paiement pour reconnaître le signe annonciateur d'un effondrement. Mais ce n'était pas fini. En quelques semaines, la nouvelle se répandit. L'entreprise de mon père avait définitivement fermé ses portes. Le matériel avait été vendu, les bureaux vidés, les dettes recouvrées. Ma mère avait essayé de maintenir l'entreprise à flot, appelant de vieux amis, des cousins éloignés, tous ceux qui pourraient l'aider. Mais personne ne l'avait fait. On se souvenait de leur fierté, de leur froideur, de la façon dont ils traitaient les autres quand tout allait bien. Quand les murs se sont finalement effondrés, il ne restait plus personne pour les soutenir. Le nom de Félicity Harper a recommencé à apparaître en ligne, mais plus comme avant. Les mêmes réseaux sociaux qu'elle avait utilisés pour me discréditer se retournaient maintenant contre elle. D'anciens collègues l'ont accusée de colporter des rumeurs au travail. Des captures d'écran de ses publications, où elle se moquait des autres dans leur dos, ont fait surface et l'entreprise l'a discrètement licenciée. Son mari l'a quittée 1 mois plus tard, demandant le divorce après avoir découvert les dettes qu'elle avait dissimulées. Son monde, autrefois parfait, s'est effondré petit à petit, non pas par cruauté, mais sous le poids de ses propres choix. Je n'ai pas cherché à la contacter. Il y a eu des nuits où mon téléphone s'est illuminé de numéros inconnus, de messages, de mots insipides planant comme des fantômes auxquels je refusais de répondre. Ce n'était pas la colère qui me retenait, mais la paix intérieure. J'ai enfin compris que m'éloigner n'était pas une punition, mais une protection. La personne que j'avais été aurait traversé la ville avec un chèque et des excuses qui ne lui appartenaient pas. Mais cette femme n'existait plus. Alors, j'ai commencé à donner autrement. L'argent que j'envoyais à ma famille allait désormais à un fonds local pour les femmes qui tentaient de se reconstruire après des violences financières ou psychologiques. La première fois que j'ai signé le formulaire de don, ma main tremblait,
non pas de culpabilité, mais d'une étrange sensation de renaissance. Aider des inconnus qui en avaient réellement besoin me paraissait plus pur, plus libre. Aucune manipulation, aucune attente, juste un but discret. De temps à autre, Santa Fe me rappelait ce que j'avais laissé derrière moi. Un soir, alors que le vent se rafraîchissait, je suis passé devant la vieille maison Harper. La lumière du porche qui brûlait autrefois toute la nuit avait disparu. Les fenêtres étaient condamnées, la peinture s'écaillait par fines lamelles. Le panneau « À vendre » avait été remplacé par un autre, propriété de la banque. Je me suis garé un instant de l'autre côté de la rue, le moteur ronronnant doucement, les phares éteints. L'air sentait la poussière et la pluie. Je me suis souvenu des rires qui s'échappaient autrefois de cette maison. Ces rires qui couvraient les disputes, ces rires qui n'étaient pas sincères. J'ai repensé au fait passé à faire semblant d'être là, à ces dîners où le silence était plus lourd que la nourriture sur la table. Et maintenant, elle n'était plus qu'une coquille vide, vestige de toutes ces mises en scène. Je n'éprouvais aucun triomphe, seulement une compréhension silencieuse. Certaines fins n'ont pas besoin d'applaudissements. En m'éloignant, le rétroviseur capta une dernière fois la maison sombre qui s'éloignait derrière moi. Le vent balaya le désert, emportant la poussière et laissant vers le passé. Au fond de moi, une porte se ferma sans avoir été verrouillée. Plus tard dans la nuit, Owen appela. « Ça va ?» demanda-t-il. Je lui répondis que oui, et pour une fois, j'étais sincère. Il dit « Parfois, la justice se manifeste par le silence. » Je souris, observant les lumières de la ville scintiller au loin. Le karma avait fait son œuvre, non par la vengeance ou la confrontation, mais par les conséquences de ses actes. Je n'avais pas besoin de voir leur souffrance pour savoir qu'elle existait. J'espérais simplement que, dans ce silence, ils aient enfin perçu la mienne. 1 an plus tard, ma vie à Santa Fe avait trouvé son rythme. Les matins commençaient avec le soleil inondant le sol de la cuisine, l'odeur du café flottant par la fenêtre ouverte et le fredonnement d'Owen Brooks arrosant les plantes sur le balcon. Nous partagions un petit appartement rempli de photos de nos escapades du week-end. Des sentiers désertiques, des ciels d'orage, et les rires d'inconnus figés sur le vif. Pas de voix qui s'élevait, pas d'attentes inavouées, seulement des conversations douces sur l'avenir et un silence rassurant. J'avais appris à aimer l'ordinaire. Le travail était stable. Mes cours de photographie étaient devenus un petit projet parallèle, et j'économisais enfin pour mon propre studio. La vie n'était plus une épreuve à réussir. Puis, un après-midi, en triant mes emails, un nom familier est apparu à l'écran. Nancy Harper. Un instant, je suis resté figé, le cœur ralentissant de cette étrange façon que parfois les souvenirs imposent. J'ai cliqué. Nous avons tout perdu. J'espère que vous allez bien. C'était tout. Ni culpabilité, ni demande, ni excuses. Juste une simple phrase, fragile et humaine. Longtemps, je suis restée assise là à la relire, cherchant à ressentir quelque chose de précis. Mais il n'y avait que le silence. La colère qui m'avait consumée s'était éteinte depuis longtemps. Il ne restait que la lucidité. J'ai déplacé le curseur, cliqué sur « Archiver » et j'ai vu le message disparaître. Non pas supprimé, mais simplement rangé comme une porte close. Je n'avais plus besoin de l'ouvrir. Plus tard dans la semaine, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes de Esserdeto, je me suis arrêté dans un petit café près de la place pour acheter du café en grains, le même café où, des années auparavant, j'avais l'habitude d'étudier tard après le travail. La lumière était douce et tamisée, et derrière le comptoir se tenait Felicity Harper. Elle portait un simple tablier noir, les cheveux tirés en arrière, le visage plus fin que dans mon souvenir. Un instant, nos regards se sont croisés. Une brève reconnaissance, incertaine comme une bougie qui vacille sous le vent. Je ne me suis pas approché. Elle s'est détournée, passant une commande en cuisine. J'ai payé mon café et je suis parti. Aucune satisfaction, aucune tristesse, juste une distance nette et définitive. En traversant la place, j'ai pensé à l'étrangeté de la paix. Elle n'efface pas le passé. Elle cesse simplement d'exiger qu'il change. La ville resplendissait d'une lumière ambrée, les rues vibraient de musique et de rire, et j'éprouvais de la gratitude non pour ce qui avait été perdu, mais pour ce qui avait poussé à sa place. Quand on parle de pardon, on s'attend souvent à un geste spectaculaire, des retrouvailles, un moment d'émotion intense, quelque chose de cinématographique. Mais le pardon, j'ai appris, est plus discret. C'est choisir de ne pas rouvrir les blessures justes pour prouver qu'elles existaient. C'est comprendre que certaines personnes n'ont pas besoin d'être punies. Elles ont besoin de la distance qui leur permet de se regarder en face. Owen m'a dit un jour, « Tu ne dois ta paix à personne. » Je ne le comprenais pas alors. Maintenant, je le comprends. La paix ne se donne pas aux autres. Elle se gagne en choisissant où placer son énergie, sa compassion et ses limites. Pendant des années,
J'ai confondu l'amour et la persévérance, la loyauté et le sacrifice. Maintenant, je sais que les limites peuvent aussi être une forme d'amour. Celui qui protège plutôt que de plaire. Si ce récit parvient à quelqu'un qui se trouve à ce même carrefour, tiraillé entre culpabilité et paix, souvenez-vous de ceci. Parfois, les liens du sang ne sont pas plus forts que la paix. La famille peut être composée de personnes qui respectent votre silence, sans exiger votre soumission. Vous n'avez pas à prouver votre bonté en vous détruisant. Je repense souvent à la jeune femme que j'étais, celle qui payait sans cesse pour donner des explications. J'aurais aimé pouvoir lui dire qu'elle était suffisante, même lorsqu'elle cessait de chercher à gagner leur amour. J'aurais aimé qu'elle sache que la liberté n'est pas synonyme d'abandon. Elle signifie choisir la vérité plutôt que l'illusion. Maintenant, lorsque je photographie le désert au crépuscule, je vois ce que je ne pouvais pas voir auparavant. La beauté du vide, la grâce de l'immensité, la force du silence. Le vent ne porte aucun jugement, seulement le mouvement. La paix ne demande pas la permission. Elle arrive simplement lorsque vous cessez enfin de lui résister. Et à vous, qui m'avez écouté jusqu'au bout, merci. Si vous avez déjà dû choisir entre la paix et la famille, si vous avez déjà posé des limites qui vous ont coûté de l'amour, sachez que votre histoire compte. Partagez vos réflexions ci-dessous.